Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver fidèles pour cette nouvelle saison, la huitième déjà que j'ai le plaisir de coordonner et d'animer ici à la Maison de la Francité sous la houlette de Donald George, le directeur. Alors une saison qui nous emmènera, comme d'habitude, jusqu'en juin 2024, à raison donc d'un jeudi par mois. Et cette année, on a décidé donc d'axer le fil conducteur de la saison, le fil rouge, sur le dialogue entre un auteur et un éditeur. Manière pour nous aussi de vous faire découvrir peut-être mieux et de vous faire connaître la richesse de notre paysage éditorial qui parfois, malheureusement, enfin même souvent, est peu visible dans les médias. Et donc, c'est une façon aussi de mettre en avant des structures éditoriales, des auteurs peut-être moins visibles, et on va le voir tout au long de la saison, une richesse, une diversification, à la fois dans le domaine de l'essai, du roman, de la poésie, ou du graphisme, du roman graphique ou de la BD, comme aujourd'hui pour cette séance, ce rendez-vous d'ouverture. Alors, occasion aussi de s'immiscer un peu dans les coulisses des relations entre éditeurs et auteurs, voir comment ils travaillent, comment se passe l'élaboration d'un bouquin, comprendre aussi les maillons qui jalonnent ce qu'on appelle la chaîne du livre, hein, c'est-à-dire le moment où l'auteur a une idée et commence à rédiger des notes, jusqu'au moment où vous pouvez feuilleter le bouquin sur les tables de librairie ou dans les rayons d'une bibliothèque. Voilà, on va essayer de garder cette ligne-là, avec les spécificités évidemment de chacun. Alors pour les nouveaux, ceux qui ne sont peut-être pas habitués à nos rendez-vous, donc la soirée se déroule par une 3/4 d'heure, 50 minutes de discussion avec les invités, puis un repas nous est servi par notre chef maintenant depuis 3 ou 4 saisons, Rocco, et à la fin du repas, je vous donnerai la parole pour d'éventuelles questions. Et aujourd'hui, on verra qu'il y aura peut-être aussi une petite surprise, mais vous vous en doutez. Tout ça, bien sûr, sous l'œil ajusté d'Olivier, qui toujours aux commandes et aux manettes des micros et de la photo. Voilà. Alors pour cette première rencontre, premier rendez-vous, mais je suis très heureux de retrouver, hein, parce qu'on a déjà eu l'occasion de dialoguer. Tout d'abord, Renato Baccara, qui nous fait le plaisir d'être là, qui est à l'initiative de la maison d'édition qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Bleu dans Vert. Alors, hein, tu le précises. Oui. Alors, je vais raconter le nom de cette petite anecdote. Donc, cette maison d'édition fait des livres de graphisme, de dessin, de peinture et également produit de la musique, puisque je suis également musicien. Je voulais quelque chose qui touche et à la plastique, au graphisme, à l'image et à la musique. Et un truc qui m'est apparu très vite, c'est un des morceaux que je trouve les plus beaux au monde de Bill Evans et Miles Davis, c'est Blue in Green. Je ne sais pas si vous connaissez ce morceau. C'est quelqu'un qui connaît ce morceau, non? Personne? Je vous conseille de l'écouter. C'est un des plus beaux morceaux au monde. Et du coup, Bleu dans Vert. Et vous êtes maintenant dans la confidence parce qu'il y en a peu qui font le lien entre les deux. Voilà. Et donc c'est bien la couleur bleue dans la couleur verte, oui. Parce que effectivement c'est pas en France on a. Oui, parce que souvent quand je parle des éditeurs ou des libraires en France, ils entendent bleu d'Anvers parce que le Anvers se prononce Anvers en France. Et du coup je vais à chaque fois corriger. Non, c'est la couleur bleue dans la couleur verte. Et là ça comprend. Alors voilà, vous avez déjà eu un aperçu du côté aussi patchwork dont on va parler. Et puis à côté de moi,
j'ai envie de dire un complice, parce qu'on se connaît déjà depuis un petit temps, Alain Munoz, qui est auteur et dessinateur, qui anime également à Bruxelles depuis pas mal de temps des ateliers de scénario et de BD. D'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça. Tu animais un atelier de BD à la bibliothèque de Saint-Josse où je travaillais. Et puis on se croise régulièrement au point aussi où il y a quelques années j'ai publié un bouquin sur les traces de ma grand-mère qui a été illustré par Alain. Et donc voilà, on va parler de tes 2 derniers livres ici publiés chez Renato dans Bleu d'Anvers. D'ailleurs, et Une place au soleil, donc texte et dessin d'Alain. Mais peut-être on va revenir effectivement avec toi, Renato, pour démarrer sur ce projet éditorial. Alors, il est assez récent. Hein, oui, ça a à peine 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors, je t'avais posé la question, je me souviens, à l'époque où on s'était rencontrés. Pourquoi décider comme ça de te lancer un peu dans cette jungle-là éditoriale, alors qu'on sait justement que la période est compliquée, ouais. On sort du Covid, il y a on connaît tout le problème de distribution, de diffusion, de prix du papier, d'autant que c'est un beau pari parce que c'est à la fois de l'image, de la couleur, du texte, donc... Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire le premier livre qui a été édité chez Bleu d'Anvers, en fait, je n'avais pas prévu de le publier. Et c'était juste au début des confinements qu'on a pu vivre, qu'on a pu tous traverser. Et étant également musicien, je venais de sortir un disque, un album qui était très important pour moi, puisque j'ai été l'enregistrer au Brésil, à São Paulo, là où je suis né. Et c'était la première fois que je travaillais avec toute une équipe brésilienne, avec des musiciens brésiliens. Et ce disque, j'y ai mis plus de moi dans ce disque que les précédents. Et j'étais très très frustré, parce que quand le disque est sorti, on a fait le concert de lancement, et boum, c'était le confinement, et du coup, le disque n'a pas eu d'existence. Et là, comme sans doute nous tous, on a traversé une petite période un peu noire, et je me suis dit que j'allais arrêter ces histoires de musique, parce qu'on ne sortirait jamais de ce problème. Et je suis un peu sur un coup de tête, je me suis dit que j'allais revenir à mes premières amours, qui étaient la bande dessinée, parce que j'ai fait des études d'illustration et de BD. Et donc j'ai commencé une BD, qui était pour moi plus un exercice pour me remettre un peu dans cet univers-là, dans ce langage-là. Et j'ai proposé à une amie qui est peintre, qui s'appelle Géraldine Arkman, qui fait beaucoup de peintures abstraites, des grands formats, et qui m'avait dit quelque temps avant qu'elle voulait essayer de faire du narratif figuratif. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi, je me lance un peu je me fais cet exercice-là, on est chacun chez soi, mais est-ce qu'on pourrait pas travailler tous les deux, chacun de son côté, sur un livre? On choisit un thème commun et on travaille tous les deux. Et ça devient un exercice qu'on va faire ensemble, comme si on était dans un atelier, en s'encourageant, en se faisant des retours sur ce bouquin. Et en le faisant, en fait, j'ai envie de les éditer. Et du coup, on a sorti les 2 premiers livres de Bleu d'Anvers, qui est Entre chien et loup, qui est ma bande dessinée. Et le livre Les Intercesseurs, dont j'ai pas pris d'exemplaire. Mais après ça, j'ai travaillé sur un autre livre qui était dans un tout autre registre, et c'est pour ça que René parlait de mélange, qui est un livre, plutôt un livre d'art, qui a été réalisé par moi et une artiste qui habite à Bruxelles, qui fait des collages, mais des vrais collages avec des petits papiers découpés. Il n'y a pas un clic de Photoshop dans ce travail. Et du coup, c'est des traductions de textes de ce disque que j'avais enregistré au Brésil.
et ça devient un livre-disque, un peu un recueil de poésie aussi. C'est vraiment, c'est des livres qui peuvent aller sur plein d'étagères en fait. Alors, effectivement, donc on a d'ailleurs une illustration là, Ouais. l'un des collages. Ouais. Alors, effectivement, moi, ce livre a été vraiment un réel coup de cœur pour moi. Vous savez peut-être que je vois passer beaucoup de livres, à la fois au boulot et dans ma vie professionnelle, mais vraiment, ça, c'est un réel coup de cœur. Et surtout, on est ici dans j'ai envie de dire, il y a rien de trop, il n'y a rien de superflu. Et en plus, il y a un vrai travail d'éditeur. Alors pour le coup, c'est absolument, pour un premier bouquin, je veux dire, de ce type-là, c'est vraiment une réussite parce que il y a le travail sur la couverture, sur le rabat, sur le papier, sur la typo, qui est d'une sobriété, d'une élégance. Alors, je te laisse dire le titre. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, c'est un réel coup de cœur. D'ailleurs, c'est par le biais de ce livre que j'ai souhaité qu'on démarre cette saison ici avec vous. C'est vraiment une belle réussite, une vraie réussite. Alors, les livres sont disponibles, hein, mais vous verrez au niveau de la mise en page, de la typo, et comme tu le disais, des collages, des illustrations qui sont... c'est pas du Photoshop, quoi. Non, Ouais, c'est impressionnant. Les originaux sont super beaux. Et donc voilà, c'est ça que je voulais te demander aussi par rapport à tout ce choix de papier. Et tu as travaillé aussi avec la collagiste pour choisir la typo, la couverture, les couleurs. Non, c'est moi qui ai tout fait. Mhm. C'est moi qui ai fait tout ce travail-là. J'ai été visiter l'imprimerie. Ça a été imprimé à Liège. Et c'était très chouette de rencontrer le responsable de l'imprimerie qui m'a un peu montré tout des kilos d'échantillons papier à choisir. Et c'est assez formidable de pouvoir faire un peu son petit marché là-dedans, dans tous ces matériaux. Et c'est aussi, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter une imprimerie offset, une grosse imprimerie. C'est vraiment très impressionnant. J'aime beaucoup ces machines. Oui, mais c'est vrai, non, bien sûr. Vrai. Mais alors après, faut-il encore effectivement faire les bons choix. C'est ce qui a été fait ici. Alors, vous l'avez compris, on est sur un tout jeune catalogue. Hein, Oui, on a 5 titres. 5 titres, dont 2 d'Alain, on va y venir. Mais ce qui est intéressant aussi ici, c'est de se rendre compte qu'on est dans une toute jeune structure, pas évident, et que finalement, je les suis depuis 2 ans, 2 ans et demi, on a l'impression que c'est au fil du catalogue et des rencontres que la ligne directrice de la maison se peaufine, s'affine, j'ai envie de dire. Oui, moi, donc comme j'expliquais au début, les 2 premiers livres, c'était un peu quelque chose de très spontané, qui n'était pas, qui n'avait pas vocation à être publié au départ, et qui finalement ont été les premières briques de Bleu d'Anvers. Et c'est devenu une collection de livres. Donc je dis une collection, mais on a 3 titres. et c'est dont le thème, c'est les fantômes qu'on porte en nous. Donc pas forcément des spectres qui traversent les murs, mais plutôt l'histoire, notre passé, les casseroles qu'on peut traîner et qui peuvent parfois être vues comme qui peuvent parfois être matérialisées et qu'on peut avoir l'impression de voir. Mais il y a une dimension un peu particulière là-dedans. Et en plus de ce thème, ce sont des récits courts. Et moi j'appelle ça quand on parle de romans graphiques, moi je dis que ce sont des nouvelles graphiques. Et ce qui est assez
plaisant pour moi, c'est de me rendre compte qu'en fait, du coup, je peux sortir des formats d'histoire qui, sans doute, n'auraient pas été publiés ailleurs, parce que des histoires de 15 pages, alors que ça raconte parfois des milliards de choses, eh ben, c'est pas assez long pour beaucoup d'intervenants dans le circuit de l'édition. Ça, c'est la collection Forme, c'est ce format A4 comme ça. Hein, avec une couverture souple. Oui, c'est ça, en fait. Mais alors, je voulais qu'on revienne effectivement à ton volume. Et donc, tu l'as expliqué, dans ce livre, on a à la fois les collages qui illustrent des textes qui sont des textes de chansons que tu as écrits, introduits avec un petit texte d'introduction avant chaque chanson. Tout ça est structuré, mais après, on va parler un petit peu du fond. C'est effectivement, et c'est là que je dis que le fil conducteur de la maison d'édition se dessine petit à petit. Cette idée aussi de transmission, de travail sur la mémoire, sur les racines, puisque le sujet du livre-album, j'ai envie de dire, c'est aussi ton retour dans ton pays natal, puisque tu as quitté vers l'âge de 10 ans. Oui, c'est bien ça. Et tu retournes et tu as la chance de pouvoir retrouver et d'aller enregistrer un disque à Sao Paulo. À Sao Paulo, et en plus c'était une période un peu compliquée parce que c'était vraiment la semaine où on était là, c'était vraiment pile entre les 2 tours des élections présidentielles où Bolsonaro est arrivé au pouvoir en 2018. Du coup, il y avait une électricité au Brésil dans l'air qui était vraiment palpable, quoi. C'était vraiment très très visible de discuter avec les gens là-bas qui vivent une réalité complètement différente de la nôtre. Et en fait, même là-bas, il y a plein de réalités différentes. Donc c'est très compliqué de discuter avec toutes ces personnes avec un regard un peu de l'extérieur. Je suis brésilien, j'ai grandi très lié au Brésil, très proche du Brésil, de la culture brésilienne, de l'histoire brésilienne. Mais arrivé là-bas, je me rendais compte que en fait, forcément, j'avais d'autres sources que eux pouvaient avoir, et j'avais l'impression de regarder ça un peu plus de l'extérieur. Et du coup, beaucoup de ces morceaux, donc de ces textes, évoquent ça. Pas forcément complètement en premier degré, mais souvent ils sont un peu infusés de tout ça. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait pour chacun des morceaux une espèce de petite mise en contexte, juste pour expliquer à quoi ça fait référence. Et parfois, ce sont des sujets qui peuvent être loin du texte à proprement parler. Par exemple, il y a une chanson qui évoque les pas en arrière qu'on peut faire quand on a peur. Donc on est capable ensemble de faire des choses formidables et on est capable de revenir en arrière, mais tellement rapidement et sur plein de sujets. Et je me souviens d'être au Brésil. Bon, c'était pas cette période où j'enregistrais, mais la fois d'avant où j'avais été, où il y avait des médecins qui avaient reçu une validation d'un tribunal de je ne sais plus quel juge. Heureusement, très vite, ça a été retiré, mais pour qu'ils puissent prescrire de nouveau des thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles au Brésil. Donc c'était fou d'arriver là-bas, dans ce pays de contraste où il y a une tolérance pour la sexualité très très visible, et puis boum, tout d'un coup faire ce pas en arrière comme ça. Donc c'était très impressionnant. Et la chanson, en fait, parle d'un géant qui est capable de beaucoup de choses, mais de beaucoup de pas en arrière quand il a peur. Et le livre, ça je ne l'ai pas encore mentionné, s'appelle Deselegância discreta. Ça veut dire l'inélégance discrète. Et c'est une phrase d'une chanson des années 70 d'un chanteur brésilien qui s'appelle Caetano Veloso. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui vient lundi soir jouer à Beaux-Arts. C'est sold out. Si vous y allez, on s'y retrouvera. Mais c'est vraiment un des géants de la musique brésilienne, de la musique populaire brésilienne. Et cette phrase, une élégance discrète, vient d'une chanson qu'il a écrite sur São Paulo, où il parle
de cette ville béton qui peut être caricaturée et que beaucoup détestent, mais que moi j'adore, et de l'inélégance discrète de la ville. Alors, effectivement, les textes parlent aussi, sont ancrés en fait dans le réel. Hein. C'est pas, on n'est pas dans. Tu parles de choses concrètes, tu parles de la violence, tu parles aussi des moyens de l'enseignement au Brésil. Oui. Tout ça, tu redécouvres. Mais tu étais déjà retourné à plusieurs reprises. Oui, mais j'ai vraiment un contact proche avec le Brésil. Beaucoup de mes amis sont là-bas. Quand il y a eu l'invasion du palais présidentiel il y a quelques mois, j'ai tout de suite appelé mes amis qui habitent à Brasilia parce que tout le monde était très inquiet. Donc je suis vraiment ce qui se passe. Et par exemple, dans ma famille, là-bas au Brésil, il y a des personnes qui sont enseignants. Et parfois dans des milieux un peu défavorisés, où c'est vraiment... et les inégalités au Brésil sont très marquées. Donc quand c'est défavorisé au Brésil, c'est vraiment très, très défavorisé, quoi. Et il m'expliquait qu'avec les moyens qu'ils ont dans l'enseignement public, leur priorité, c'est de transmettre des notions d'hygiène et de contraception à des mineurs, quoi. Donc c'est très, très compliqué de gérer la transmission de savoir. Et donc, on est constamment confronté à tous ces contrastes, ces violences. C'est une forme de violence. Et il y a plein de violences au Brésil aussi. Mais c'est, de nouveau, un contraste. C'est vraiment aussi un pays, des villes où il se passe des choses merveilleuses, où il y a de la générosité comme on en voit parfois rarement ailleurs. Donc je suis très attaché à cette ville particulièrement, à ce pays. Et en plus, il y a la dimension de l'histoire de ma famille. Je ne sais pas si tu allais aborder ça aussi, que je peux peut-être en parler. Je suis très bavard. Non, oui. Mais c'est important parce qu'on va voir le lien et le lien avec Alain aussi par rapport à cette transmission de l'histoire. Oui, parce que mes parents, mon père est musicien, ma mère a toujours travaillé avec lui. Elle fait pas de musique, mais elle a toujours une oreille musicale une sensibilité musicale très très développée. Et j'ai le souvenir enfant de mon père qui enregistrait ma mère pour des maquettes, pour des disques. Mon père a joué. On est venu en Europe parce qu'elle était engagée par une compagnie brésilienne pour jouer ici. Et, en gros, il a joué dans pratiquement tous les théâtres d'Europe avec cette compagnie. Il a des anecdotes incroyables, plein d'histoires qui lui sont arrivées. Et en fait, j'ai appris en grandissant que mes parents avaient un peu quitté le Brésil à cause de la dictature qu'il y a eu là-bas dans les années de 64 à 81-84. Et en fait, j'ai appris que mes parents ont fait de la prison au Brésil, de la prison politique, parce que c'était un régime totalitaire tellement extrême que mon père a fait 9 mois de prison parce qu'il avait un livre de psycho sur sa table de chevet qui s'appelait La révolution du caractère. Et il y avait le mot révolution dans le titre, et c'était considéré comme subversif. Et du coup, il s'est retrouvé en prison. Ce qui est drôle, ce que mon père m'a dit il y a quelques mois, c'est qu'en fait, ce livre-là, ça ne l'intéressait pas du tout, parce que c'était un livre plutôt conservateur d'un pasteur américain, comme on lui avait dit. Donc en fait, les gens l'ont arrêté, c'était complètement rien à voir, quoi. Il a fait 9 mois de prison pour... Et du coup, ils ont vécu cette réalité-là. Et j'ai, comme beaucoup d'amis qui ont plus ou moins mon âge, latino-américains, qui ont traversé toutes ces périodes de dictature, comme il y en a eu plusieurs au Brésil, et que ça a été très dur. Il y a d'autres pays où ça a été même encore plus violent que le Brésil. Il y a une espèce de, comme tu disais, de transmission familiale, d'héritage. Et mon fils, qui a 21 ans maintenant, a fait des études de cinéma, et son travail de fin d'études, et ça m'a beaucoup touché, il a interviewé mes parents sur toute cette période-là. Et mes parents ont raconté des choses qu'ils ne m'avaient jamais dites. Et c'était donc, de nouveau à propos de transmission, même mon fils
a hérité de ça, alors que je ne l'ai vécu que à très grande distance, puisque de l'autre côté de l'océan, quoi. Oui, mais donc, voilà, je pense que c'est intéressant de comprendre que, voilà, d'où vient aussi les textes qui sont dans ce livre, le travail sur la mémoire. Alors, Alain, bon, on vient de parler de dictature, de transmission, d'histoire dans ton livre. Alors, je précise donc ici le livre d'ailleurs, donc publié l'année passée, oui, il y a moins d'un an, où tu parles dans ce livre. Alors c'est une réédition, c'est un texte que tu avais déjà publié, mais qui était épuisé chez un autre éditeur, mais que tu as repris ici avec une nouvelle présentation, une préface également de Jacques Fernandez. Alors évidemment, quand on vient de parler de dictature, d'histoire, de transmission, c'est tous les sujets qu'on retrouve également dans ton livre, ici, par rapport à la guerre d'Espagne. Alors peut-être, présente-nous en quelques mots aussi ce livre, d'où vient-il, d'où part-il dans ton parcours personnel? Oui, alors oui, effectivement, c'est le dernier livre que j'ai édité, mais en fait c'est une réédition. C'est un livre qui a été déjà édité 3 fois. Je crois que la première édition, elle a maintenant 7 ans ou 8 ans. Et d'où il vient? Alors en fait, moi je viens plutôt de l'auto-édition, et quand j'étais sorti de Saint-Luc, on s'était mis avec des amis pour faire un petit label d'auto-édition qui s'appelait Habeas Corpus. Et on a fait beaucoup de petits livres. Et à un moment donné, il y a eu cette histoire qui est née d'ailleurs. Au départ, ça va être un petit fanzine, et puis en commençant à écrire l'histoire, je sentais qu'il se passait quelque chose, que ça allait être un peu plus qu'un fanzine. Donc d'où ça vient? Alors oui, il y a sûrement la transmission. La transmission, c'est quelque chose qui m'intéresse doublement, parce que effectivement, raconter des histoires, c'est transmettre. Mais je suis à la moitié du temps animateur, et je donne des ateliers, et donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, de faire transmettre des compétences ou des histoires. Et alors la différence avec Renato, c'est que moi, effectivement, c'est plutôt mes grands-parents, mon grand-père qui avait fui l'Espagne, et que lui n'en a jamais parlé de toute sa vie. C'est pour ça que le personnage d'Antonio dans ce livre est une fiction, c'est un personnage fictif, parce que c'est clairement inspiré par mon grand-père et mon grand-oncle, peut-être plus par mon grand-oncle qui avait 14 ans quand il a fui Franco, alors que mon grand-père lui avait 9 ans. Il se souvient un peu, il y a eu quelques traumatismes, mais ce qui m'avait marqué, c'est que quand Franco est mort, mon grand-père a eu du mal, mais il est retourné en Espagne. Alors que mon grand-oncle, lui, jamais. Mon grand-oncle, il était persuadé que c'était un piège, qu'en fait, il n'était pas mort, et que dès qu'il allait... mais il n'en a jamais parlé. La seule qui a pu m'en parler un petit peu, qui était encore vivante au moment où j'ai fait le livre, c'était Lolita, la toute petite sœur, mais elle avait 4 ans au moment de la retirada, donc en 1939. Et j'ai dû me confronter à la légende familiale, parce que quand on travaille sur la mémoire, effectivement, les gens racontent leur histoire de leur point de vue, et de leur point de vue, ce sont les héros, d'un point de vue... Donc il a fallu, me documenter, 2, un peu partir de ce témoignage, et surtout contacter des gens. Et là, j'ai eu pas mal de témoignages qui sont arrivés. J'ai contacté une association d'anciens républicains espagnols, puis d'anciens enfants de républicains espagnols, et maintenant de petits-enfants. Et j'ai reçu une lettre, un scan d'une lettre d'une dame qui avait eu vent de ce projet, et qui l'avait écrit parce qu'elle était très âgée, et Internet, c'était un peu compliqué pour elle. Et son petit-fils l'avait scanné, me l'avait envoyé. Et c'était assez marquant, parce que c'est vraiment la toute dernière partie du livre où je savais pas trop ce qui se passait une fois qu'ils étaient accueillis en France. Je le dois à cette dame-là, quoi. Donc voilà. Alors pour l'histoire du livre, il a d'abord été édité effectivement chez Habeas Corpus.
Puis je sentais qu'il devait avoir une autre vie, donc il a été publié chez Vide Cocagne, un éditeur français qui a fermé ses portes, je pense, l'année dernière ou l'année avant. Et donc à un moment donné, j'ai récupéré les droits de ce livre. Et alors d'un côté, il avait déjà eu une vie, en tout cas à Bruxelles ou en Belgique, et d'un autre côté, je commençais à avoir des propositions dans le sud de la France. Et je trouvais ça normal, que moi je suis originaire du sud de la France, je trouvais ça bien que finalement ce livre revienne dans les écoles dans le sud de la France. Mais je m'étais retrouvé, donc je n'avais plus d'éditeur. Mais entre-temps, j'avais un projet d'un livre d'illustration et je cherchais un éditeur. Et donc je suis allé au Festival des éditeurs singuliers où j'avais montré ça à des libraires, Météor, c'est une chouette librairie d'ailleurs dans les Marolles, et qui m'ont dit ah ben va voir le monsieur là-bas. Donc j'avais vu un grand barbu au fond. Il y avait un truc qui s'appelait Bleu d'Anvers. Et donc j'y suis allé pour proposer ce projet-là. Alors moi je sais pas, moi chaque fois que je vais proposer, même si j'ai 50 ans, chaque fois que je vais proposer un projet chez un éditeur, j'ai l'impression d'avoir 16 ans, d'être à Angoulême, d'avoir mon carton, et qu'on me dise... ouais. Et donc j'ai rencontré Renato, on n'a pas allé du projet, et ça allait pas trop dans sa ligne éditoriale, mais par contre, j'ai vu cette collection Forme, et il y a un an avant, j'avais fait une petite histoire qui s'appelait Une place au soleil. Donc il y a des histoires qui mettent 4 ou 5 ans à sortir. Celle-là, en une semaine, c'était réglé. J'étais dans le sud de la France, je fais une balade au cimetière avec mon père, je rentre et je me dis, ah, j'ai une histoire. Mais la forme était tellement... Enfin, surtout, je réfléchis surtout à la forme au niveau de ce que j'avais raconté. Pas trop au niveau chez quel éditeur je vais aller le faire, mais quand j'ai vu cette forme-là, je me suis dit, bon, ben tant pis, ça fera un petit fanzine ou... ça va rester dans les paniers, personne ne l'éditera. Mais quand j'ai vu ça, je lui ai dit, ah, mais j'ai peut-être autre chose. Et je suis rentré chez moi et j'ai envoyé ce projet-là, qui a été pris. Et ça s'est tellement bien passé. Et le lien avec Renato, la façon dont on s'est occupé d'une place au soleil, et bien quand je me suis retrouvé coincé avec D'ailleurs, je lui ai naturellement dit... ben tiens, ça t'intéresse pas de rééditer le D'ailleurs. Alors coup de bol, il le connaissait déjà, il l'avait déjà lu, donc ça c'était. Et donc voilà. Et donc du coup, il a d'abord été présenté dans le sud de la France. C'est un livre, en tout cas l'édition Vide Cocagne faisait partie de la petite fureur de lire. Et donc c'est un livre avec lequel je suis beaucoup passé dans les écoles, qui a beaucoup servi, qui a été beaucoup pédagogique dans les écoles à Bruxelles et en Belgique. Et donc je trouve ça important qu'avec cette édition-là, ça se passe aussi dans le sud de la France. Pour 2 raisons, c'est que moi je suis quelque part originaire de cet exil espagnol. Mmh. Et nous dans les écoles on n'en parlait jamais. Je suis originaire du sud de la France, c'est-à-dire à quelques kilomètres des camps de concentration. Et on n'en a jamais vraiment parlé. Donc je trouvais que c'était important que les élèves de maintenant, de 2023, parce que c'est en train de bouger, commence un peu à parler de cette histoire-là. Voilà. Alors, oui, quand Alain t'a proposé de rééditer le livre, c'était finalement assez cohérent par rapport à ton parcours, mais aussi à cette idée justement dont on parlait de passage, de témoins, d'histoire que l'on porte en soi. Oui, oui. Mais en fait, donc, comme Alain racontait, quand il est venu me voir et qu'on s'est rencontrés à ce salon des littératures singulières, il m'a montré son projet d'illustration et on discute et puis je vois son nom sur la couverture de son projet d'illustration et je dis ah mais Alain Munoz, mais j'ai ton album. Et en fait j'avais l'édition antérieure d'Ailleurs chez moi et j'adorais cet album, donc j'étais vraiment trop content de le rencontrer. Et quand il m'a proposé de le rééditer, évidemment tout de suite j'ai dit oui, parce qu'il y a évidemment plein de points communs, plein de je me suis retrouvé dans plein de choses, dans plein de propos de ce livre. Petite anecdote rigolote, quand j'ai sorti Une place au soleil et qu'on allait commencer à s'attaquer à D'ailleurs, je suis allé chez Tropisme pour déposer des exemplaires d'Une place au soleil. Et la libraire qui s'occupe du rayon BD et roman graphique me dit
ah, mais Alain Munoz, c'est vraiment super ce qu'il fait, on adore et tout. Et je lui dis, ah ben on va ressortir d'ailleurs ensemble. Et elle était en train de feuilleter le livre, elle l'a fermé, elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est bien qu'il soit disponible ce livre. Il faut qu'il soit disponible. Et donc, c'est vraiment un travail très particulier. Et une petite chose qu'on n'a pas dite encore, c'est le ton du livre. Et un petit quelque chose que j'ai jamais vu encore ailleurs, parce que c'est vraiment, comme disait Alain, c'est un grand-oncle, donc une personne assez âgée, qui parle à son petit-neveu qui a 9 ans. Et donc c'est comment parler de toutes ces choses, mais à quelqu'un qui a 9 ans. Et sans que ce soit simplifié, enfantilisé, et sans que ce soit... comment dire, excessivement violent non plus, je veux dire, enfin plus violent que nécessaire, parce que c'est violent. Ouais. Mais alors effectivement, vous voyez que c'est intéressant de comprendre, de voir un peu comment tout ça les maillons, les maillages qui se passent. Simplement, par exemple, par rapport à, là c'est plus technique, mais voilà, quand vous décidez de retravailler sur la réédition, d'ailleurs ici, bon, il y a une préface en plus. Bon, ça c'est quelque chose qui s'est ajouté finalement au fil du temps. Mais alors moi j'ai le souvenir d'une couverture rouge. À quel moment est-ce que ça se décide? Tiens, on va la faire en bleu par exemple, ou bien, enfin voilà, comment ça se passe là? Comment la discussion se... Je crois que ça c'est plutôt de... Moi, j'ai eu beaucoup de discussions déjà avec l'édition Vide Cocagne. Moi, j'étais plus partant, même si je comprenais Vide Cocagne, le côté un petit peu marketing des choses. Moi, j'étais plus partant pour que ça soit une histoire d'un vieux monsieur qui parle à son neveu et que dans le livre, on découvre la guerre d'Espagne. Pas que forcément la guerre d'Espagne soit sur la couverture. Au départ, ils voulaient mettre des avions, il y a des bombardements et tout ça. Donc j'avais réussi à négocier le fait qu'on voit le vieux monsieur sur la couverture. Et évidemment, comme c'était la guerre d'Espagne, c'était les républicains, il y avait cette couverture rouge. Et sur cette édition-là, je ne sais pas si on était parti peut-être sur des couvertures un peu... On était parti sur d'autres couleurs. J'avais pas forcément choisi ça, mais je m'étais dit j'ai envie de quelque chose de plus mystérieux. Qu'on sait pas. On a la couverture, on ne sait pas encore trop ce que ça va raconter. Et donc voilà, je trouvais, et le choix de l'image aussi, ça je pense que tu avais fait quelques sélections, mais celle-là, avec cette couleur-là, ça m'avait... Mais il y a eu, avec Renato en tout cas, plus d'aller-retour et plus de discussions que j'ai par exemple avec Vide Cocagne. Voilà. Et pour la toute première édition, c'était plus évident. J'ai travaillé avec un ami qui est là, graphiste. C'est toujours bien quand on est dessinateur d'avoir un ami graphiste. Mais voilà, il y a ce travail que j'avais fait avec Pierre qui était là, c'est un peu c'était un peu très proche de ce que j'avais fait à Renato, c'est-à-dire il y avait vraiment eu un aller-retour et pas des échanges de mails au bout de 15 jours. Et en plus, ils avaient, pour la petite anecdote, ils avaient déjà prévu une couverture avec l'avion qui bombardait la ville quand j'ai dit non, mais en fait ils avaient déjà envoyé. Donc je pense que si vous tapez Vide Cocagne d'ailleurs, vous pouvez tomber sur la couverture qui finalement n'a pas été éditée. Parce qu'ils avaient déjà envoyé, je crois que la FNAC avait déjà cette couverture-là, ils avaient tout ça. Donc ça a été un peu plus, rock'n'roll, quoi. Et donc, alors effectivement, tu parlais tout à l'heure, Renato, aussi tu dis j'allais déposer les ouvrages, les exemplaires chez Tropisme. Donc, pour qu'on comprenne bien, tu fais toi-même la distribution et la diffusion pour le moment. Hein. Mais c'est important de le rappeler aussi quand même. Oui, c'est vrai. C'est moi qui m'occupe d'aller rencontrer tous les libraires, déposer des livres dans les petites librairies, plutôt les petites que les grosses chaînes. Et on parlait que pour l'instant c'est compliqué, le prix du papier, tout ça, il y a plein de raisons de ne pas le faire, mais cette période de crise qu'on a pu traverser avec tous ces confinements consécutifs, ça a aussi un peu
permis un développement des micro-éditions, des micro-initiatives. Et donc, nous, on est dans cette vague-là. En fait, on s'est inscrit là-dedans. On fait des tout petits tirages. C'est 300 exemplaires. Et du coup, comme c'est des petits tirages, je peux pas me permettre de faire une distribution parce que c'est vraiment pas assez pour avoir la coupe. Donc, juste simplement, bêtement, mathématiquement, commercialement, je peux pas le faire. Donc, j'ai plus fait le pari d'aller avec mes caisses rencontrer les libraires. J'ai fait des super rencontres. Il y a des libraires qui nous soutiennent vraiment, qui nous mettent en avant, qui vendent vraiment nos livres. Et du coup, je me suis fait un réseau d'alliés en fait, qui nous soutiennent. L'ambition, l'idée, les projets qu'on a avec Alain, c'est de continuer à travailler ensemble, de travailler avec d'autres auteurs et de réussir à grossir un peu ces tirages. Du coup, fatalement, on sera obligé, on pourra se permettre de bosser avec un réseau de distribution. Mais là, on est à ce moment d'équilibre entre deux eaux qui nous permet de faire des chouettes rencontres. Par contre, ce qu'il faut signaler malgré tout, c'est qu'il y a beaucoup d'événements, de structures qui se mettent en place aussi pour, disons, soutenir aussi la micro-édition. Hein. Je pense à des salons comme le salon des littératures singulières ou ce week-end le Poétique Bazar qui aura lieu au Hall de Scarbeck où vous serez présent aussi. Donc, il y a beaucoup d'initiatives quand même. Et même les librairies de quartier. Je ne sais pas, dans vos quartiers, peut-être que vous avez vu ouvrir des librairies qui sont apparues. J'ai l'impression que c'est un moment où on est plus dans une courbe ascendante. Il y a de plus en plus de librairies que de... Moi, j'espère que ça va continuer comme ça. Il faut croiser les doigts. Mais c'est sûr que j'en discutais avec un ami aujourd'hui. Quand on veut faire un cadeau à quelqu'un et qu'on veut offrir un film ou un disque, on est embêté parce que pour un film, il faut un lecteur de DVD, et pour un disque, il faut un CD ou une platine, et la plupart des gens n'ont plus de lecteur. Un livre, on peut encore partager ça avec des gens, on peut encore l'offrir. Ça n'a pas besoin d'une interface pour le lire. L'interface, c'est le livre. Donc, je pense que le livre papier, le livre objet, sera toujours là. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la transmission, d'échange, de l'héritage. Les livres qu'on peut hériter de nos parents. Et nous, on veut être un petit acteur là-dedans. Et alors, en plus, quand le livre se double de chansons, c'est encore mieux. C'est vrai. Mais alors, moi, peut-être, je vois qu'on avance déjà dans la discussion, mais peut-être avant de passer au repas, tu pourrais peut-être nous faire Oui, avec plaisir. un petit morceau, nous jouer un petit morceau. J'ai pas bien caché la surprise. Oui, mais la surprise, c'est de t'entendre, de t'écouter. Et donc, voilà, donc Bleu d'Anvers. Retenez, il y a un site aussi, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous retrouverez les infos aussi des livres d'Alain. Mais vraiment, pour ceux qui me connaissent, j'insiste rarement aussi vraiment sur et j'en profite parce que je suis très très vraiment, ça a été vraiment un coup de cœur ce bouquin de Renato. Et voilà. Merci beaucoup, Ronnie. Merci beaucoup à toute l'équipe pour l'accueil. Merci à vous d'être là. Je vais vous jouer le morceau qui s'appelle Le Géant, Gigante en portugais. Je vais juste visser ça. Voilà. Le Géant.
Vous entendez bien la guitare? Oui. Fomos em tantos lugares, cada vez foi um passo de gigante. Descobrimos tantas coisas, cada vez foi um passo de gigante. Criamos obras tão lindas, cada vez foi um passo de gigante. Crescemos todos juntos, cada passo foi um passo de gigante. Este gigante vai longe, já deu tantos passos, tem tantos pra dar mais, até com tanto caminho batido. Às vezes ainda pode se assustar, fazer e dizer tanta tolice, que no fundo não é de pensar. Medo é a pedra no sapato que impede o gigante de andar. Fomos em tantos lugares, cada vez foi um passo de gigante. Descobrimos tantas coisas, cada vez foi um passo de gigante. Criamos obras tão lindas, cada vez foi um passo de gigante. Crescemos todos juntos, cada passo foi um passo de gigante. Este gigante vai longe, já deu tantos passos, tem tantos pra dar mais, até com tanto caminho batido. Às vezes ainda pode se assustar, fazer e dizer tanta tolice, que no fundo não é de pensar. Medo é a pedra no sapato que impede o gigante de andar. Este gigante vai longe, já deu tantos passos, tem tantos pra dar mais, até com tanto caminho batido. Às vezes ainda pode se assustar, fazer e dizer tanta tolice, que no fundo não é de pensar. Medo é a pedra no sapato que impede o gigante de andar. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est la première chanson. On a oublié de dire, c'est que les textes sont bilingues aussi. Hein, ah oui. Hein, donc il y a le texte en portugais et la traduction que j'ai faite moi-même. C'est moi qui ai traduit les textes. Donc voilà, c'est vrai. En plus, la traduction, le texte, la musique et le livre. Voilà. Mais peut-être qu'on profitera peut-être d'une autre chanson après le repas, ouais, peut-être. Enfin, si ça vous a plu. Ben ouais, super. Merci. Voilà.
Voilà, mais écoutez, on va en rester là. Le repas va être servi et puis on se retrouve juste après et vous aurez la parole pour d'éventuelles questions. Voilà. Merci et à tout de suite. Merci. Bon appétit. Merci. Maison de la Francine.